Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette conférence avec un partenariat avec l'Université populaire d'Amiens, avec qui de nombreuses conférences et rencontres s'organisent, parfois comme ce soir, en lien avec la programmation du théâtre. Ce soir, c'est en lien avec le spectacle qui sera présenté dans 2 jours, jeudi, Histoire Pop, qui est en fait une adaptation de l'histoire populaire des États-Unis d'Howard Zinn par la compagnie L'Ouvrier du Drame, avec une mise en scène de Marie Philippi qui est là. Et donc, à cette occasion, on est très heureux d'accueillir Michel Zancarini-Fournel, qui va parler de son travail et de son livre « Les luttes et les rêves », mais je vais laisser donc Rémi Boquet, qui est historien, le soin évidemment de présenter ça beaucoup mieux. Je vous souhaite une très bonne conférence, en espérant peut-être vous retrouver dans 2 jours. On va laisser la porte encore ouverte quelques instants, parce qu'il y a des retardataires. Et à tout à l'heure. Bonsoir. Merci beaucoup, et l'Université populaire d'Amiens est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à la Maison du Théâtre, avec qui nous avons un partenariat régulier. Et nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège d'accueillir Michel Zancarini-Fournel. Madame Zancarini-Fournel, merci beaucoup. Pour commencer mon discours, je citerai l'introduction du livre « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours ». Et dans cette introduction, on peut lire « J'ai été nourri par les récits de mes grands-parents, de mes parents autour de poulets frites du dimanche ou de la soupe du soir. Récits de militantisme, de résistance à la police et au patron, récits héroïques, parfois devenus convenus, car maintes fois répétés. » À la lecture de cette introduction, on comprend mieux pourquoi l'origine de cet ouvrage. Michel Zancarini-Fournel, qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui, a commencé sa carrière en 1969 comme enseignante dans le secondaire. Puis, en 1988, sous la direction d'Yves Léquin, elle a entrepris une thèse en collaboration avec Mathilde Dubuisset. Parcours de femme, réalité et représentation, Saint-Étienne, 1888-1950, thèse soutenue à l'Université de Lyon 2 en 1888. 1900. Très bien, pardon. Excusez-moi. Il n'y a pas de là. Michel Zancarini-Fournel est la cofondatrice de la revue Cléo avec Françoise Thébault. Michel Zancarini-Fournel est une spécialiste de l'histoire des femmes et du genre, ainsi que des années 1968, dont elle a contribué à sauver les archives avant d'en écrire l'histoire. En 2015, dans le cadre de la réforme du collège et dans le contexte de polémique vis-à-vis des nouveaux programmes d'histoire, elle a co-signé dans Le Monde une tribune d'historiens et d'universitaires pour soutenir des projets de programmes issus de travail collectif présentés par le Conseil supérieur des programmes. Michel Zancarini-Fournel est une historienne prolifique, auteur d'un grand nombre d'ouvrages de qualité. Je me souviens de ma jeunesse universitaire, en arrivant en début d'année en travaux dirigés, nos professeurs nous distribuaient une bibliographie et de façon très régulière, le nom de Michel Zancarini-Fournel était présent dans la bibliographie. Et donc, si je peux me permettre un beau mot, vous avez bercé ma jeunesse universitaire amiénoise. Mais je m'égare de mon propos. Parmi les ouvrages, je peux notamment citer « Histoire des femmes en France, 19e-20e siècle », paru en 2005 au PUR, au Presse universitaire de Rennes. Également « Le moment 68, une histoire contestée », chez Seuil en 2008, et celui qui est au cœur de la conférence d'aujourd'hui et de la pièce de théâtre qui va être jouée ici pendant 2 jours, qui, pour vous le rappeler, il y a encore des places, et si vous êtes membre de l'Université populaire, vous avez une réduction sur les tarifs, donc n'hésitez pas à en profiter. Et donc l'ouvrage qui est au cœur de la conférence, « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours », a été publié en 2016, et dans cet ouvrage, Michel Zancarini-Fournel retrace 4 siècles d'histoire de la France d'en bas, comme vous le dites, celle des classes populaires et des opprimés.
de tous les ordres qui retracent de ce livre de multiples histoires d'hommes et de femmes. Enfin, je terminerai par citer votre dernier ouvrage qui vient de paraître, La défense des savoirs critiques, quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche, avec le philosophe Claude Gauthier. Dans cet ouvrage, vous analysez de manière, donc depuis 30 ans, la politique qui s'est immiscée dans les sciences sociales pour mieux la disqualifier. Voilà, c'est un ouvrage que vous pouvez trouver bientôt en librairie, coécrit déjà en librairie, de Claude Gauthier et Michel Zangarini-Fournel. Chère Madame Zangarini-Fournel, c'est pour nous vraiment un réel plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup à la Maison du Théâtre de nous accueillir dans ces lieux. Je vous laisse la parole et à tout à l'heure. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter une conférence dont le thème est « Écrire une histoire populaire pour une défense des savoirs critiques », avec un mélange donc, des titres des deux ouvrages qu'on vous a présentés. Alors, la lecture d'une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, d'Howard Zinn, lors de sa traduction française en 2002, m'avait incité alors à penser qu'écrire une histoire populaire de la France serait une bonne idée. Mais ce vague projet était resté sans suite. En 2014, un éditeur de la Découverte, des éditions à Découverte, m'ont proposé d'écrire une histoire populaire de la France, je cite, à la Howard Zinn. Et ça a réveillé cette intention enfouie. Les choix donc assumés pour écrire cette histoire, les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France, de 1685 à nos jours, ont été nourris par, comme il a été dit tout à l'heure, par Rémi, par mon expérience de recherche en histoire sociale, en histoire des femmes, en histoire des féminismes. J'ai donc accepté, à l'invitation du bureau de l'Université populaire d'Amiens, que je remercie chaleureusement de m'accueillir, de venir débattre avec vous de ce qu'écrire une histoire populaire signifie, lorsque j'ai constaté que ce débat devait se dérouler en avant-première de la pièce de théâtre, présentée par la metteuse en scène et autrice Marie Philippi, qui est dans la salle, et à qui je donnerai, je ne sais pas où elle est. Ah voilà, et à qui je donnerai la parole à la fin de la conférence, on s'est mis d'accord là-dessus. Cette pièce a été écrite à partir de l'œuvre majeure de Howard Zinn, cette histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, dont la version en anglais aux États-Unis est parue en 1980 et a été vendue à plus de 2 millions d'exemplaires, sans compter les différents produits culturels dérivés, tels des BD, un roman graphique, des pièces radiophoniques et de théâtre. La rencontre d'aujourd'hui a donc été pour moi, par rapport à d'autres rencontres que j'ai faites autour du livre, de réfléchir plus avant aux points communs et aux différences entre ces deux ouvrages. Toute proportion gardée, je n'en ai pas vendu 2 millions d'exemplaires. Voilà ce qu'écrivait Howard Zinn dans la présentation de la bibliographie de son ouvrage, qui est absente de la traduction française. Et je l'ai trouvé dans un article d'une historienne qui justement a fait sa thèse sur Howard Zinn. Ce livre, écrit en quelques années, vous le voyez là, le texte, donc, est basé sur 20 ans d'enseignement et de recherche en histoire américaine et autant d'années d'implication dans les mouvements sociaux. Il n'aurait pu être écrit sans les travaux produits par plusieurs générations de chercheurs et plus particulièrement la génération présente d'historiens ayant accompli un immense travail sur l'histoire des Africains américains, des Indiens d'Amérique, des femmes et des travailleurs de toutes sortes. Mon livre n'aurait pu être écrit non plus sans le travail des personnes non formées au métier d'historien, mais qui, inspirées par les luttes en cours, entreprirent de rassembler une vaste documentation concernant les vies et les activités des gens ordinaires, œuvrant dans le sens d'un monde meilleur ou tentant simplement de survivre. L'historien américain prend ici le temps d'expliquer en quoi son texte s'appuie sur les transformations politiques, intellectuelles et sociales sans lesquelles son histoire n'aurait pu être écrite.
Enseignant d'histoire dans un collège pour jeunes filles noires à Atlanta, dans le sud ségrégationniste, à partir de 1956, Howard Zinn participe avec ses étudiantes aux manifestations pour la déségrégation de la bibliothèque municipale. Il est licencié en 1963. Cette période de la déségrégation raciale du sud des États-Unis est racontée dans un livre de Thomas Holt, Le Mouvement, qui a été traduit en 2011 à la découverte. Je vais donc m'efforcer de vous présenter sur quels éléments j'ai pu m'appuyer pour écrire Les luttes et les rêves. C'était l'occasion aussi de réfléchir au lien entre l'écriture d'une histoire populaire et de la défense des savoirs critiques, titre du livre que je viens de publier avec un philosophe, Claude Gauthier, où nous revisitons la question de la neutralité et de l'engagement des universitaires. D'où le titre donné à mon intervention d'aujourd'hui, Écrire une histoire populaire pour une défense des savoirs critiques. Et donc je vais entrer dans l'atelier, faire entrer dans l'atelier de l'historienne. Lorsque l'éditeur de la découverte, le responsable de la collection Zone, Grégoire Chamaillou, m'a fait cette proposition, donc je l'ai acceptée d'abord pour le sujet, mais aussi parce que le label Zone, qui appartient donc à la découverte, est présenté comme un lieu de résistance éditoriale dans toutes ses dimensions, je cite, point de vue situé, conception éditoriale et graphique, mode de diffusion, à la fois sur papier en librairie et gratuite en ligne. Et je dois dire que c'est ce qui m'a décidé. C'est ce qui m'a décidé parce que le livre est à disposition de tous et toutes. On peut le lire en ligne. Alors évidemment, lire 1000 pages en mode image, c'est pas terrible. Mais quand même, ça existe. Et donc, les gens, même les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter le livre, ils peuvent le lire. Voilà. Cet esprit de résistance correspondait à mes yeux à la conjoncture politique et intellectuelle de l'époque, l'effacement progressif de l'histoire sociale depuis les 2 dernières décennies du XXe siècle, la remise en cause du système de protection sociale avec la loi travail sous les quinquennats de François Hollande puis d'Emmanuel Macron. Mon premier but dans ce livre sur l'histoire populaire était d'intégrer à parts égales dans le récit historique les femmes. Les femmes qui ne sont pas une minorité sexuelle, comme l'a pu l'écrire par exemple Gérard Noiriel, alors que l'histoire ne reste pas boiteuse, pour que l'histoire ne reste pas boiteuse, donc, comme l'écrit sous le terme de Virginia Woolf, que je trouve que c'est un terme intéressant, mais aussi avec les esclaves, les colonisés et les immigrés, femmes et hommes. Ce sont ces savoirs critiques sur le genre, la colonisation, les études postcoloniales et décoloniales, la race, qui sont décriés aujourd'hui et que nous entendons défendre. C'est essentiellement ce qui peut me distinguer d'Howard Zinn, qui a reconnu très honnêtement dans une préface en 2003 avoir négligé dans son livre les expériences des femmes, des latinos et les orientations sexuelles autres qu'hétérosexuelles. Il explique dans cette postface, non traduite non plus, ce qui est dommage, aussi bien que celle de l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure que celle-ci, n'existe pas dans la version française. Que ces manques et ces limites de son propre livre sont dus à sa propre subjectivité et à son expérience personnelle, à laquelle tout historien ou historienne est confronté. Ce qui m'a incité à expliquer dans la préface des luttes et des rêves comment mon histoire familiale avait contribué au choix des sujets historiques que j'ai étudiés dans ma vie. Et on vous en a lu les premières lignes tout à l'heure. Faire une histoire de France ne signifiait pas, à mes yeux, se limiter à l'hexagone. Eugène Weber a montré que le terme hexagone apparaît dans le dictionnaire et s'impose après 1962, avec la fin de la guerre d'Algérie et officiellement de l'Empire français. Il prend alors le sens de territoire, ce qu'on appelait avant territoire métropolitain. C'est dans l'ensemble des populations colonisées qui sont prises en compte et intégrées dans les luttes et les rêves, comme l'histoire des populations migrantes venues en partie de ces colonies, mais pas uniquement, la Belgique, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, c'est chronologique, sont aussi à des dates diverses des pays fournisseurs de main-d'œuvre.
l'histoire des autochtones des colonies, des Antilles, de la Guyane et de la Réunion, en passant par l'Afrique du Nord et subsaharienne, la Nouvelle-Calédonie, l'Indochine et les comptoirs de l'Inde, là où sont les plateformes, vous savez, ceux qui téléphonent sans arrêt, c'est là, c'est pour ça qu'ils ont appris le français, devait occuper une place importante, de même que l'histoire des migrants et migrantes qui, accueillis à bras fermés, selon l'expression d'Alvaro Bizzarri, ont façonné l'histoire de la France. J'avais fait le constat que s'il y a eu de longue date une histoire coloniale qui ne s'est d'ailleurs préoccupée que récemment des femmes colonisées et qui était longtemps fractionnée par territoire, le Maghreb, l'Afrique dite noire, l'Indochine, le rôle qu'ont pu avoir les populations autochtones de ces colonies sur l'histoire française n'avait pas été pris en compte. Quant à l'histoire des migrations en France, elle est restée longtemps centrée par groupe national. On a étudié les Polonais, on a étudié les Italiens, on a étudié les Portugais, mais on a rarement vu l'ensemble du phénomène. Ou sur les politiques étatiques à l'égard des immigrés, sans toujours considérer ce que les expériences individuelles pouvaient avoir en commun. Les bandes chronologiques de cette histoire entendaient éviter deux écueils. Ne pas intégrer, ne pas partir du mythe des origines, à partir de nos ancêtres les Gaulois, vous savez, ou faire de la Révolution de 1789 et de ses cahiers de doléances le point de départ d'une histoire du peuple de France, comme celle de Michelet. Peuple est un terme polysémique, dont le sens varie suivant les conjonctures, même si le XIXe siècle a été par excellence le siècle où le vocable peuple a été le plus présent, avec une définition très politique. Cette polysémie du mot peuple est visible dans les avatars du titre « La cause du peuple ». La cause du peuple est le nom d'un journal lancé par George Sand après la Révolution de 1848. Le titre est de nouveau utilisé en mai-juin 68 par une organisation d'extrême gauche, puis repris dans le Poste 68. En 2016, La cause du peuple devient le titre d'un livre d'un polémiste de droite extrême, pour ne pas dire d'extrême droite, Patrick Buisson. Et cela a été le slogan de Marine Le Pen dans la campagne présidentielle de 2017. Donc vous voyez que la cause du peuple, le sens varie selon les conjonctures. Si Howard Zinn de 1492, date de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, j'ai commencé mon histoire populaire avec le règne de Louis XIV, souverain qui a incarné le pouvoir absolu, et plus précisément au mi-temps du règne, par l'année 1685, qu'on peut qualifier d'année terrible. Année terrible, pourquoi? Parce qu'il y a eu l'adoption d'un édit royal en mars 1685, je cite, touchant la police des îles de l'Amérique française, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Christophe. Appelé ensuite ce texte Code noir. Un texte qui, en fait, on ne le dit pas souvent, mais il faut le répéter, est un texte de police religieuse. L'article 1er concerne les Juifs et le deuxième concerne le baptême des esclaves dans la religion catholique. Mais ce n'est pas seulement un texte de police religieuse, c'est aussi un texte du fondement juridique qui est le premier mondial. C'est la première fois que l'esclavage est défini par le droit, à la française. Donc la spécificité de ce livre sur l'histoire populaire de la France est qu'il part du cas de ces esclaves importés d'Afrique aux Antilles et des populations amériques autochtones qu'on appelait à l'époque Caraïbes, et ça donnait le nom géographique à la région, qui ont dominé souvent donc par la violence ces populations et qu'ils se sont efforcés de catéchiser. 1685, c'est aussi la date de l'édit de Fontainebleau. En octobre 1685, vous avez appris ça à l'école élémentaire, qui révoque, on dit, révocation de l'édit de Nantes. Vous savez, on ne dit pas le nom, mais on dit révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire qu'il exclut les protestants de la communauté nationale en interdisant leur culte et en les soumettant à une répression féroce. 1685, c'est enfin la date d'un édit royal
qui criminalise l'état de vagabondage en enfermant les mendiants ou ceux qu'on appelait alors les cheminots, mais écrit EAUX, hein, c'est pas le chemin de fer. Et donc on les envoie aux galères en cas de récidive. Au bout de 3 fois où ils sont arrêtés, ils sont envoyés aux galères. Donc le règne de Louis XIV, c'est aussi le moment de très nombreuses rébellions urbaines et rurales. Elles ont été quantifiées et cartographiées dans un livre d'un autre historien, Jean Nicolas, qui s'appelle « La rébellion française, mouvement populaire et conscience sociale ». On y reviendra tout à l'heure. 1761-1789. Bien sûr, il y a eu des rébellions populaires avant le règne de Louis XIV. Mais mes compétences étant limitées, et en particulier en histoire médiévale, je n'ai pas souhaité m'aventurer dans cette période. Choisir 1685, c'était aussi affirmer symboliquement, très fortement, qu'on s'intéressera aussi aux minorités, aux marges, aux dominés, comme sujet de l'histoire, protagonistes de leur propre histoire, et pas seulement aux puissants, aux vainqueurs et aux dominants. J'ai eu le plaisir de me faire accuser par M. Fillon, à l'époque Premier ministre, d'avoir, oui, je ne me trompe pas, non, il n'était plus Premier ministre, mais en tout cas, il voulait être président de la République, c'est ça, c'est dans sa campagne présidentielle que j'avais osé faire commencer l'histoire de France à 1685. Ça fait partie de mes médailles. Donc, cadre théorique pour l'écriture d'une histoire populaire. Je vais essayer d'expliquer l'utilisation de différents écrits théoriques qui ont été des outils pour la réflexion et l'écriture, mais qui ne sont pas présentés en tant que tels dans le livre. Il y a d'abord la question du point de vue, ce qu'on appelle dans la théorie féministe un point de vue situé, qui est à la fois un point de vue personnel et celui de l'étude. Le point de vue dit universel servant souvent à imposer le point de vue des dominants. La volonté de ne pas écrire une histoire en surplomb signifiait la nécessité de décentrer le regard et le point de vue, et de pratiquer une histoire vue d'en bas. À ma connaissance, la première occurrence de l'expression vue d'en bas, et non en surplomb, d'en haut, donc, apparaît sous la plume de Lucien Febvre dans la revue Les Annales d'histoire économique et sociale en 1932, à propos de l'historien de la Révolution française, Albert Mathias, et d'un autre historien qui a travaillé sur votre région, Georges Lefebvre, historien des paysans du Nord, pendant la même période. L'histoire d'en bas, c'est la traduction de History from Below, qui a été réutilisée et diffusée par un groupe d'historiens britanniques travaillant sur l'histoire sociale et culturelle, et qui a surtout été illustrée par Edward Palmer Thompson, E.P. Thompson, donc, l'un des plus grands historiens du XXe siècle. Il a été membre jusqu'en 1956, jusqu'à la Hongrie, avec un certain nombre d'autres historiens, Eric Hobsbawm, Georges Rudet, Raphaël Samuel, etc., du groupe des historiens du Parti communiste de la Grande-Bretagne. J'ai analysé en 2012 la réception des écrits de Thompson dans les séminaires et des revues en France, bien avant la traduction française tardive de son œuvre maîtresse, La formation de la classe ouvrière anglaise. Vous avez ici la nouvelle édition d'une poche avec une introduction remarquable de François Jarige. À noter que cette traduction était prête, elle a été publiée en 19... Le livre date de 63. La traduction a été publiée en 88, mais elle était prête depuis 1978. Les 3 traducteurs qui l'ont fait l'ont fait gratuitement, tout à fait. Et c'était resté dans les tiroirs de l'éditeur qui pensait que c'était pas bien de publier ce livre maintenant. Et il a fallu 10 ans pour le publier, donc après la traduction. Alors, dans la formation de la classe ouvrière anglaise, il a utilisé une notion qu'on a repris depuis peu, mais qui est très importante, qui est celle de l'agency, c'est-à-dire la capacité d'agir, qu'on traduit parfois, j'aime pas beaucoup ce nom, mais agentivité. Je trouve que capacité d'agir est plus jolie.
Il a utilisé cette notion avec l'idée d'économie morale, je vais y revenir, et une conception de la classe ouvrière, non pas quelque chose de figé, de déterminé à l'avance, mais un phénomène dynamique qui est l'œuvre, elle se constitue par l'œuvre des individus, l'agency, donc des individus. L'œuvre maîtresse donc de Thompson, l'historienne Simona Ceruti, a montré que cette manière d'écrire l'histoire se conçoit à ses yeux, je la cite, comme un travail de sauvetage de ce qui aurait pu se passer, un travail sur la mémoire et sur le pouvoir, sur tout ce que nous avons oublié ou qu'on nous a fait oublier. Je crois que c'est très important de réfléchir à cette phrase pour essayer de voir justement ce qu'il faut mettre en avant de ce qui a été oublié ou de ce qu'on nous a fait oublier. Ces potentialités inaccomplies du passé, les espoirs non advenus incarnés dans des luttes et des rêves, représentent cette histoire que Walter Benjamin a appelée un rebrousse-poil dans ses thèses sur l'histoire, c'est-à-dire celle des vaincus qui ont contribué à ouvrir l'histoire des possibles. Et cette histoire des possibles, c'est un terme, vous verrez, qui est en train de reprendre. Là, on vient de publier un livre sur les possibles, justement, malgré tout, malgré la situation, y compris très contemporaine. Voilà. Alors, cette conception de Thompson, de la classe, a été très discutée, et en particulier répondant à certaines critiques de l'historienne John Scott, qui reprochait d'avoir occulté l'histoire des femmes dans son approche de la classe. Thompson a, dans un entretien réalisé en 1992, après avoir évoqué le problème des sources, dans une période où les institutions et les documents sont presque exclusivement aux mains des hommes, avancé une réponse franche, comme j'ai rapproché ça de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de celle de Howard Zinn. Je pense qu'il était très juste et fondamental de dire que la formation des classes et de la conscience de classe ont toujours eu des connotations masculines. Et quand les historiens n'en sont pas conscients, fort heureusement, ils le sont désormais. Là, je trouve très optimiste. On aboutit à une lecture déformée de l'histoire. À différentes périodes de l'histoire, les femmes ont joué un rôle majeur et ont largement contribué à la formation de cette conscience de classe, d'individus partageant une expérience de domination et mettant en avant des revendications de justice. C'est ça l'économie morale, les revendications de justice, ce qui est juste et injuste, en particulier du juste prix des denrées, des grains, des denrées alimentaires, du travail, avant qu'on ne se structure ou pas d'ailleurs la classe. Étudier la diffusion des thèses de Thompson m'a permis de remonter à la question des subalternes, tels qu'ils ont été définis par Antonio Gramsci dans ses cahiers de prison, publiés après sa mort survenue en 1937. Voilà ce qu'il dit dans le cahier 25. Toute trace d'initiative autonome de la part des groupes subalternes devrait être d'une valeur inestimable pour l'historien, j'ajouterai l'historienne, qui s'intéresse au fonctionnement de l'État et de la société civile. S'appuyant sur sa connaissance approfondie de la paysannerie méridionale et sarde, comme celle du prolétariat de Turin, Antonio Gramsci définit le peuple, je cite, comme l'ensemble des classes subalternes et instrumentales de toutes les formes de société qui ont existé jusqu'à maintenant. La définition associe donc les classes subalternes sur lesquelles pèse une domination politique et les classes instrumentales, c'est-à-dire les classes salariées, les classes laborieuses salariées, comme ont repris certains historiens, par exemple Daniel Roche, qui a écrit Le peuple de Paris en 1991, il parle donc des classes laborieuses salariées sur lesquelles pèse la domination sociale. C'est en définitive l'imbrication de ces rapports de domination, à la fois politique et sociale, qui structure les modes de résistance qu'étudie Gramsci ou Thompson. Le terme subalterne a ensuite été repris par un groupe de recherche réunissant des historiens indiens, c'est-à-dire de l'Inde, regroupés dans les Subaltern Studies, s'intéressant aux rébellions et aux résistances paysannes, considérées par beaucoup comme infrapolitiques,
mais qui témoignent d'une agency et d'une conscience rebelle qu'il est intéressant d'analyser. Et ils ont en particulier insisté sur ce que James Scott, l'anthropologue, appelle le texte caché. Le texte caché, c'est ce qui ressort d'un certain nombre de chansons, de récits, de contes, etc., qui sont... Et ça m'a beaucoup aidé à, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, à réfléchir à certaines choses. Après le cas des esclaves, des dominés par excellence, avec des conditions spécifiques selon différents territoires, en particulier dans ce qu'on appelle aujourd'hui les vieilles colonies, j'étudie la répression contre les protestants après la publication de cet édit de Fontainebleau. Or, ces protestants, s'ils sont bien dans ce contexte, le contexte de Louis XIV, de la répression de Louis XIV, ils sont des subalternes qui sont dominés politiquement, ne sont pas tous de pauvres paysans ou artisans. On compte aussi des nobles, de riches marchands ou des entrepreneurs, mais ils sont dans ce temps-là condamnés à la clandestinité ou à l'exil pour exercer leur religion. Totalement dominés donc du fait de cette politique répressive ordonnée par le roi. Ils ont donc toute leur place dans cette histoire des subalternes et des dominés, et certains ont mis en œuvre des stratégies de résistance. On voit qu'avec cet exemple, qu'à mes yeux, l'histoire populaire n'est pas seulement l'histoire des classes populaires. C'est pour ça que le mot subalterne permet d'étendre, si vous voulez, le territoire, si je peux dire. Alors, comment articuler cette question de la dédomination et des dominés? Jean Nicolas, que je vous ai cité tout à l'heure, écrit dans La Rébellion française, quelque chose qui m'a beaucoup marqué: ne risque-t-on pas de gauchir l'image du réel en isolant dans la continuité des jours et l'écoulement répétitif de la vie, il me manque la page 8, voilà, la vie quotidienne, pardon, les accès et les phases de la contestation? N'est-ce pas privilégier le versant noir, le négatif, et fausser du même coup la perspective de l'ensemble? Certes, les humbles ne vivaient pas continuellement dans l'antagonisme. Une radiographie de l'opinion populaire doit aussi inclure l'autre face, celle du scepticisme, du conformisme, de l'acceptation plus ou moins résignée, du compromis vécu au jour le jour avec le système dominant et tout son appareil juridictionnel ou policier, dont on attendait qu'il garantit dans le présent la sécurité et la tranquillité en assurant à chacun des chances de survie. Alors moi, ça c'est l'histoire moderne. Pour l'histoire contemporaine, je dis on ne fait pas grève tous les jours. Et je crois que c'est important de penser aussi qu'il y a des moments de grève, de résistance, mais qu'il y a aussi ces moments du quotidien. Cette réflexion est peut-être ce qui différencie l'histoire populaire que j'ai écrite de celle de Wordzin. J'ai défini ces trois termes donc, qui ont forgé ma conception de cette histoire populaire, qui n'est pas toujours conflictuelle ou militante, et s'attache aussi à la vie quotidienne, donc une histoire d'en bas, une interaction entre dominant et dominé, et subalterne. Alors, l'histoire du quotidien, dans lequel se déploie très épisodiquement Révolte et Rébellion, ne peut être une histoire indifférente au cadre politique, économique et social et à ses contraintes. Mais il ne s'agit pas de s'épuiser à écrire un contre-récit par rapport à une histoire des puissants, mais de faire un pas de côté, de proposer une autre histoire qui a existé dans les expériences individuelles ou collectives des subalternes. Le quotidien, les pratiques, les espoirs, les cultures, les luttes et les rêves, dont une partie, dont des pans entiers ne sont pas réalisés et qui sont restés en partie délaissés. Cette histoire des mondes possibles non avenus, mais qui ont été des présents brûlants pour les protagonistes, avant d'échouer ou de rester sans postérité. Partir à la recherche de ces expériences, c'est appuyer sur la micro-histoire des historiens italiens, et en particulier de Carlo Ginzburg. Avec cette micro-histoire, je me suis acclimaté aux études de cas qui permettent, en se positionnant au ras du sol, d'accéder aux expériences individuelles et collectives. Ces expériences sont toujours situées et se forgent au contact d'un événement. Alors, il s'agit bien dans le couple
inséparable dominant-dominé, de prendre en compte les dominés et les subalternes. Alors, il faut aussi donc articuler l'ordinaire qui était exploré par exemple par Michel de Certeau, et l'extraordinaire, l'aléa de l'événement souligné par Michel Foucault. Les individus, même dominés et opprimés, sont dans des contextes, alors ça c'est très important, nos contextes, des situations spécifiques, porteurs de cette capacité d'agir, mus par la conviction dans le moment même de ce qui est juste et injuste. Il est nécessaire pour ce faire de rassembler toutes les traces des événements, je vais vous en parler tout à l'heure en détail, des paroles, des chansons, des cris, des écrits, toutes ces sources, c'est le mot qu'on emploie en histoire, sont absolument fondamentales, recherchées partir à la recherche dans les archives de ces sources, c'est fondamental pour écrire une autre histoire. Alors cette histoire vécue, donc diverse, d'hommes et de femmes, de leurs accommodements au quotidien, parfois de leur résistance à l'ordre établi et au pouvoir dominant, part de ces expériences individuelles et de groupe. Mais il ne faut pas se laisser enfermer, j'ai essayé de ne pas me laisser enfermer, dans une histoire hagiographique, édifiante ou militante. J'ai par exemple souligné la xénophobie et l'antisémitisme présents en particulier à la fin du XIXe dans certains milieux populaires. Par ailleurs, pas plus que la France ne remonte à nos ancêtres les Gaulois, son histoire ne se réduit à Paris. On oublie par exemple, on ne cite jamais, que les barrières de l'octroi, qu'on cite toujours à Paris, ont eu lieu à Lyon, les premières, début juillet 1789, avant Paris. Et qu'il y eut non seulement la commune de Paris, de mars à mai 1871, mais aussi des communes provinciales, y compris aux Antilles, en 1870, et en Algérie, dans le même temps. Commune en Algérie, mais à côté, une immense révolte en Kabylie. Faire cette histoire d'en bas et non d'en haut, donc, signifie écrire une histoire qui prenne au sérieux la pensée et les actions des protagonistes, et pas seulement les décisions gouvernementales et les politiques étatiques. Même si le souci de considérer l'ensemble du territoire, y compris à ses périphéries, oblige à s'intéresser aussi à l'action des agents du pouvoir. Alors, quel récit? Quels ont été les choix d'écriture et le découpage chronologique de ce livre? Écrire une histoire populaire de la France, c'est tenter de produire une histoire qui soit lisible par le plus grand nombre. Donc c'est refuser de se plier à une érudition savante, d'où une forme narrative assumée, un cadre chronologique relativement classique et le parti pris d'être au ras des protagonistes et d'essayer de capter les capacités à comprendre, à interpréter leur monde, à le modeler et à le raconter. Donc, j'ai fait un découpage en 6 parties chronologiques et thématiques, divisées en 18 chapitres, 3, relativement classiques, avec quelques déplacements à la marge. La première, intitulée « Les subalternes face à l'autorité royale » de 1685 à 1789, est centrée sur 3 questions. Celle de l'année 1685, j'ai déjà étudié. Le second chapitre porte sur la continuité des jours quotidiens des paysans, des domestiques et des ouvriers, et avec quelques révoltes frumentaires essentiellement, et contre le fisc. Le troisième chapitre étudie le bouillonnement des idées dans le second XVIIIe siècle, bien au-delà des Lumières et des cercles philosophiques, et la remise en cause de l'organisation des métiers, comme la revendication de juste prix en particulier du pain, du sucre, au nom de l'économie morale. Les cahiers de doléances du printemps 1789, même si on sait qu'ils n'ont pas été rédigés par des gens au ras du sol, mais par une couche intermédiaire, mais enregistrent ces multiples thèmes de discussion et revendication, puisqu'il y a eu, vous savez, des assemblées dans les villages. Sous le titre « Le peuple politique entre révolution et restauration »,
1789-1830, la deuxième partie est centrée sur la Révolution française, son devenir, ses ennemis, ses traces, jusqu'aux journées de 1830 et le changement de régime. Pour une relecture du Consulat et du Premier Empire napoléonien, j'ai bénéficié de deux publications récentes qui m'ont conduite à revisiter l'épopée napoléonienne. À Saint-Domingue, la défaite de Toussaint à l'ouverture est suivie de la victoire de l'armée indigène à Vertières le 18 novembre 1803. C'est la première défaite de l'armée napoléonienne par des soldats de couleur, avec pour conséquence la formation de la première république noire dans le monde, Haïti, en 1804. Une seconde défaite en Calabre, en 1806, est suivie par des défaites plus connues, alors ça qu'on apprend à l'école, en Espagne, au Portugal, puis en Russie. Mais en fait, si on réfléchit à toutes ces défaites napoléoniennes, par rapport aux victoires évidemment, elles montrent que ces armées napoléoniennes sont battues quand des populations se mobilisent dans une guerre de guérilla, alors que Napoléon a remporté des victoires fulgurantes. Il n'est pas question pour moi de nier la victoire d'Austerlitz, hein. Mais ces victoires fulgurantes, elles sont entre armées régulières, elles se font très rapidement, et c'est le contraire de ces défaites qui se sont en fait échelonnées tout le long du Consulat et de l'Empire. La troisième partie, Espoir d'un monde nouveau, 1830-1871, porte sur le temps des utopies, des révolutions et des insurrections. C'est la classe des travailleurs, comme on disait à l'époque, qui s'ébranle et qui marche à la conquête d'un monde nouveau. Mais la violence des affrontements et la répression ne sont pas toute cette époque. On combat aussi avec l'humour. Je ne résiste pas à vous raconter ce Canut lyonnais. Canut, c'était les gens qui fabriquaient les rubans. Ce Canut lyonnais qui explique qu'il n'a pas été blessé au cours des combats parce que les négociants lyonnais les avaient tellement fait maigrir qu'ils ne pouvaient plus les ajuster. Louis-Gabriel Gogny, 1806-1889, était lui menuisier et philosophe. Il a été sorti de l'ombre par Jacques Rancière, qui a retrouvé ses textes aux archives de Saint-Denis. Ces écrits constituent un précieux témoignage de la condition ouvrière et d'une lutte individuelle pour l'émancipation à l'avènement du capitalisme industriel. Gogny prend un travail de parqueteur, il fait le parquet donc, à la tâche, tout en se sachant parfaitement exploité. Jacques Rancière nous décrit, c'est un philosophe, hein, Jacques Rancière, nous décrit heure par heure sa journée de travail, celle d'un temps volé sur la vie et l'écriture. Il a la force de vivre son rêve, sa contradiction d'être ouvrier sans l'être, tout à fait. Louis-Gabriel Gogny écrit par ailleurs, je cite, j'aime beaucoup cette phrase, que les ouvriers qui prêtent main forte à la construction des prisons cellulaires sont complices de crimes de lèse-humanité. Le journal des Canuts lyonnais, l'Écho de la Fabrique, dès 1833, s'indigne de la barbarie des troupes françaises en Algérie. Les rêves vont alors de pair avec les luttes. Louise Michel écrit dans ses mémoires, je cite, « La révolution sera la floraison de l'humanité, comme l'amour est la floraison du cœur. » J'ai étudié particulièrement les résistances provinciales au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte de 1851, qui ne se limite pas à ce qu'on apprend encore dans les manuels, enfin ce qu'on apprenait, pardon. Dans les manuels, le représentant du peuple, Alphonse Baudin, qui trouve la mort sur la barricade en disant, vous savez, on ne se tue plus, pas, je ne sais plus, on ne se fait pas tuer pour 25 francs, je crois, 25 sous, je sais plus. Excusez-moi. Donc, Alphonse Baudin, il est mort sur la barricade, il entre au Panthéon en 1889. Deux autres morts sur cette barricade, un soldat et un ouvrier inconnu, dont Victor Schœlcher, qui était l'artisan de la seconde abolition de l'esclavage en 1848. Victor Schœlcher a rédigé l'épitaphe. Tel est le sort de l'homme du peuple, des soldats de toutes les causes.
combien leur mérite est plus grand que le nôtre. Ils succombent obscurément, sans la dernière consolation, de laisser à leurs descendants la gloire de leur mort. Ça va, c'est quelle heure? Alors, la quatrième partie du livre approfondit l'affirmation de conscience de classe et conscience de race de 1871 à 1914. Examine particulièrement l'histoire de l'espace colonial. Ce chapitre sur l'extension du domaine impérial porte en fait, sur ce qui est l'histoire la plus récente, la confrontation des corps en situation coloniale, autour du sexe, la prostitution, du travail et de ce qu'on appelle l'archipel pénitentiaire aux colonies. Il faut rappeler qu'on a installé aux colonies les bagnes de Guyane, d'Algérie et de Nouvelle-Calédonie. Mais on voit aussi des passeurs, des personnes situées entre les deux mondes. Par exemple, des administrateurs coloniaux, comme René Maran, qui a eu le prix Goncourt en 1921 pour ce qu'on appelle un premier roman nègre, Batouala. Batouala vient d'être réédité. Et quand on le lit, on voit à quel point cet administrateur colonial qui était guyanais d'origine, qui fait ses études en Martinique, noir donc, donc c'est pour ça que ça a surpris, donc avait un point de vue très civilisationniste de son activité. Ou bien encore Félix Eboué, qui lui aussi est d'origine guyano-antillaise, gouverneur du Tchad, qui a offert à De Gaulle le premier territoire de la France libre en 1940. Ça a permis à De Gaulle de dire que la France libre existait, puisqu'il y avait le Tchad et l'AEF, donc qui était en tant que gouverneur, Félix Eboué lui avait offert. Ceux aussi qu'on appelle les mangeurs de craie, qui ont été formés dans les écoles normales au Sénégal, par exemple, ou on dit aussi à l'époque évolués. Ça disait tout de la façon dont on considérait les populations, puisque ceux qui savaient quelque chose étaient évolués. Donc c'est des positions hybrides, sous domination coloniale, mais également des personnages, des femmes, beaucoup de femmes, médecins, institutrices, venus souvent seuls de France, donc ils se lancent dans l'aventure. Il fallait voir ce que c'était que traverser la mer Méditerranée, aller dans cette Afrique qui était plus ou moins contrôlée, avec très peu, en fait, dans toute l'Afrique subsaharienne, il y avait très très peu de Français. Et donc ces femmes, donc, dans leur métier spécifique, étaient des sortes de passeuses entre ces deux mondes. C'est aussi la période d'une immigration massive des Belges. Alors, je vous en ai parlé parce que ici, dans les plaines du Nord, il y a eu beaucoup de Belges. C'était la première immigration jusqu'en 1880. On ne le sait peut-être pas tout à fait. Puis ensuite les Italiens, touchés par des épisodes xénophobes venant des nationalistes et même des classes populaires françaises. Aigues-Mortes, 1893, avec un très beau livre de Gérard Noiriel. Lyon, en 1894, après l'assassinat par un anarchiste d'origine italienne du président de la République, Sadi Carnot. J'ai étudié tous les dossiers judiciaires de cette affaire, et c'est assez intéressant de voir que les 3 jours d'émeutes qui s'en sont pris aux Italiens et qui ont fait partir d'ailleurs massivement plus de 10 000 Italiens de la région Rhône-Alpes, enfin ce qu'on n'appelait pas la région de Rhône-Alpes, mais autour de Lyon. C'est en fait, dans un premier temps, des nationalistes, des jeunes bourgeois ou aristocrates nationalistes, et dans le deuxième temps, c'est les voisins, les chers voisins, on veut dire, qui s'en prennent aux gens qui connaissaient, qui tenaient des épiceries, etc., et qui s'emparent des biens parce qu'il y a cette agitation nationaliste. Donc c'est assez compliqué comme histoire, quoi. Alors ce moment-là, c'est aussi le moment de développement des organisations ouvrières, des grèves, des manifestations, des revendications, des congrès, des expositions universelles et des journaux féministes. La Belle Époque, donc, se révèle être une époque rebelle. La 5e partie, intitulée « Entre deux guerres,
une embellie fugace 1914-1948, je propose dans cette partie un décalage entre la guerre, au moment de la guerre de 14, pour aller jusqu'en 1920, dans l'épisode révolutionnaire tout de suite l'après-première guerre mondiale, et pour la fin, d'aller jusqu'en 48, parce que c'est la période où il y a tous les tickets, encore les tickets de rationnement. Jusqu'en 48, il y a le rationnement. On est quand même dans une période quotidienne, si vous voulez, qui est celle de la guerre. Et c'est le moment où le monde se divise en deux camps, vous le savez, l'Est et l'Ouest, qui va tenir pendant un demi-siècle, de 1949 à 1989, qu'on va peut-être se refaire aujourd'hui. Ça, c'est l'autre histoire. À l'intérieur de la séquence, donc, la 6e partie, Un autre monde est-il possible, de 1949 à 2005, revisite ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, avec aussi son cortège de violences sociales et politiques, avec la guerre d'Algérie, au cœur de cette période dite de bonheur et de croissance, les grandes grèves aussi, surtout dans la région de Saint-Nazaire, de 53-55. C'est le règne du productivisme, de ce qu'on appelle maintenant depuis peu les dégâts du progrès, des pollutions environnementales et la fin programmée des paysans. Des manifestations autonomistes ont lieu dans les vieilles colonies avec un massacre en 67 en Guadeloupe qui montre que la domination coloniale existe encore. Le moment 68 apparaît dans ce paysage peu compréhensible si on ne prend pas en compte ce caractère fondamental de la contestation et son caractère mondial, essentiellement juvénile pour les deux générations, et un bouleversement en profondeur d'une société figée dont les jeunes et les femmes bousculent les normes. La chose principale, entre guillemets, de cette période, enfin qu'on dit toujours, c'est la question du pantalon. La question du pantalon porté par les femmes. Et effectivement, moi j'ai commencé l'enseignement en 69 et le proviseur m'avait interdit de porter des pantalons. Et je lui avais dit, si vous voulez, je mets une mini-jupe, monsieur le proviseur. Il m'a dit non. Donc j'ai pu porter mon pantalon. Voilà. La dernière période, donc 1981-2005, envisage les modes d'action possibles dans une France néolibérale avec l'apparition des 100 et du tous ensemble. Et ce qui a retenu mon attention, j'ai terminé par les rébellions urbaines de l'automne 2005, c'est le rétablissement de l'état d'urgence, enfin le rétablissement avec prolongation là, par les temps qui courent, l'état d'urgence sanitaire. C'est la question d'un passé qui ne passe pas, le passé colonial de la France. Deux notions traversent le livre dans des conjonctures très diverses. L'exigence de dignité, donc, et de reconnaissance, un sens partagé de la communauté d'appartenance, avec le mot d'ordre, et c'est pour ça que je suis revenu à la photo de couverture, avec un zoom sur la pancarte qui était au centre de cette photo, qui est « Nous sommes tous des êtres humains ». Nous sommes tous des êtres humains. Et donc, cette notion, qui est un rappel de la commune humanité dans des situations de domination politique ou sociale, de relégation ou d'esclavage. Par ailleurs, la notion d'économie morale, avancée par Thompson, qui part des expériences individuelles vécues dans le quotidien, du juste et de l'injuste, et souligne le processus de subjectivation au-delà de l'objectivation de la classe ouvrière du mouvement ouvrier. Alors, je vais revenir. Voilà. Alors, comment écrire cette histoire? Je vous ai dit comment je l'avais écrite. Maintenant, quelles sources on dit en histoire? Avec quelles sources? Quelles ressources pour écrire cette histoire? Il est difficile, sauf exception, de savoir ce que pensent ou ressentent les esclaves, les paysans ou les ouvriers de l'Ancien Régime, qui sont perçus le plus souvent à travers le regard des autres. Mais j'ai pris cet exemple d'un procès verbal, donc c'est un texte de police, qui retrace très concrètement ce processus de départ en marronnage. Le marronnage, c'est les esclaves qui s'enfuient de chez leur maître.
d'après un interrogatoire donc, du dénommé Louis, nègre esclave du sieur Gourgue-l'aîné, âgé d'environ 15 ans, et qui était pris dans le quartier général des Marrons, à l'ouest de Cayenne. C'est un territoire à l'intérieur de la forêt où les Marrons ont subsisté pendant des années. Il a été pris le 16 octobre 1748. Et voilà ce qu'il a déclaré et convenu, qu'il est marron depuis environ 18 lunes, avec Rémy son père et autres nègres de son 10 mètres, lequel Rémy, ayant eu du mécontentement du dit seigneur Gourgue, et en ayant été fouetté, avait médité ce marronnage, préparé ses vivres, sans se dispenser d'aller au travail, et 2 jours après, ce roi partit avec le dit Louis, son fils, Claude, Louis-Auge et Paul, son frère, dans un petit canot de pêche appartenant à leur maître, donc le sieur Sébastien Gourgue. Donc vous voyez que, malgré les biais d'un rapport de police, on apprend beaucoup de choses sur le quotidien et cette forme de résistance, donc de ces... C'est une connaissance des rapports de ce que Dominique Mémy appelle la domination rapprochée. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, par exemple, on peut accéder au quotidien d'un paysan. Il y en a les récits de paysans de l'Ancien Régime, il y en a 12, 13, connus pour le moment, peut-être d'autres sortiront. Mais voilà quelqu'un, je vais vous présenter Ponce Millet, qui a vécu de 1673 à 1725, donc 17e, 18e. Fils d'un couple de manouvriers, c'est-à-dire paysans pauvres, de la vallée de l'Aisne, et qui a écrit un livre de raison. Alors, le livre de raison, c'est à la fois un journal et un livre de comptes, avec ses recettes, ses dépenses, les tribulations de son existence. Il a été successivement domestique, secrétaire, colporteur, relieur. Il est toujours resté célibataire, mais il a pu sortir de sa condition de domestique, vivre autrement qu'il ne l'aurait fait dans sa communauté rurale d'origine. Il a pu mettre de l'argent de côté, mais il supporte très mal la dépendance comme domestique. Il dépend de son maître. Et l'absence de liberté que lui impose cette condition. Soigneusement détaillées, ses dépenses concernent essentiellement le paraître, vêtements et accessoires. Il doit bien s'habiller pour être domestique. Il est domestique à Paris dans la noblesse, il doit être bien habillé. Et aussi ce qu'il mange. Il mange pas mal, il boit, il fume, de la viande, ce qui n'est pas le cas toujours des paysans, cochon farci, lard, andouille, saucisson, de la volaille, dindon, poulet, poisson fumé, hareng, fromage. Ils sont consommés tout à fait régulièrement, les fruits variés, et même du pain d'épices qu'il adore. Et donc, il évoque aussi nombre de litres de vin bu en bonne compagnie, en particulier du curé, dans les fêtes villageoises, donc, qui se déroulent au son du violon. À 45 ans, en 1718, il revient définitivement finir ses jours dans son village près des siens. Donc, c'est ma pratique, en fait, en histoire sociale des femmes, qui a produit une attention aux détails du quotidien et la mise en scène de soi qui s'accompagne d'une réflexion sur l'écriture de ce qu'on appelle le fort privé. Et c'est beaucoup utilisé aujourd'hui dans l'historiographie récente. Autre source, et j'ai pas pu mettre d'illustration dans les lieux télérêves parce que l'éditeur trouvait que c'était trop cher, il avait raison d'ailleurs. J'ai décrit certains tableaux et objets qui célèbrent des moments forts, par exemple de la Révolution et de l'abolition de l'esclavage. Alors je vais en détailler 3. Quelle heure il est? 35, ça va? Je peux continuer? Combien de temps? Oui. Alors, donc, celui de gauche, c'est un premier député noir, majestueux, vous voyez, accoudé à un buste de marbre blanc, Jean-Baptiste Belay, donc un des 3 députés de Saint-Domingue, qui a soutenu le décret sur l'abolition de l'esclavage en février 1794
Et il est peint là par Giraudet en 1797. Il a un foulard blanc autour du cou, une ceinture et son chapeau à plumes tricolores. Et à l'arrière-plan, on voit le buste néoclassique de l'abbé Raynal, qui a fait une histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, qui a connu 30 éditions avant la Révolution française. Il y annonce dans ce livre, dans ce philosophe, une insurrection servile et l'apparition d'un Spartacus noir, je cite, sans doute pour essayer de convaincre ses contemporains d'adoucir le sort des esclaves. À droite, là, c'est le sculpteur Simon-Louis Boiseau, qui modèle en 1794 pour la manufacture de Sèvres ce qu'on appelle un biscuit. Le biscuit, c'est une céramique qui n'est pas peinte. Un biscuit, donc, représentant un couple de noirs, libres, en pied. Ils sont vêtus de façon un peu réaliste d'une tunique à la romaine, hein. C'est le mode de l'art révolutionnaire. Et ils sont vêtus, coiffés du bonnet phrygien. La femme, alors vous ne le voyez pas très bien, mais la femme porte un collier auquel est suspendu un niveau de charpentier, symbole de l'égalité, et qui fait référence aussi aux loges maçonniques. Sur le socle est gravé « Moi égale », écrit L-E, à toi, moi libre. Donc c'est, si vous voulez, c'est en ce qu'on appelait au XXe siècle petit nègre, je mets des guillemets avec tous les guillemets possibles, c'est dire que c'est ça qui s'exprime, c'est à la fois la liberté et l'égalité entre l'homme et la femme qui sont libres tous les deux. Dernier exemple, que vous avez peut-être vu parce que ça fait, c'était au centre du, enfin c'était une toile qui était à l'exposition d'Orsay sur le corps noir, les corps noirs, et ça a été étudié par quelqu'un qui s'appelle Anne Lafont, qui a fait une très très belle étude, une petite conférence qui c'est 56 pages, vous voyez, mais c'est très très intéressant, très très beau, et donc qui s'appelait avant Portrait d'une négresse, qui a changé de titre. Après ça s'est appelé Portrait de femme noire, et maintenant ça s'appelle Madeleine, parce qu'on a cherché qui c'était cette personne qui était représentée, et Anne Lafont qui interprète le sein nu de Madeleine, donc comme une représentation des usages du corps conçu comme instrument d'émancipation des femmes dans le système de domination dans l'Empire français. Elle a une pose altière pour une domestique, vous voyez. Elle a une ceinture, il y a du blanc, du rouge, et enfin, il y a du tricolore aussi dans cette représentation, bien sûr. Le bleu du châle, donc le blanc du costume, le rouge qui soutient le vêtement. Et cette coiffe africaine caribéenne, un peu orientaliste, hein, qui est pas très loin du bonnet phrygien. Et voilà ce qu'écrit Anne Lafont: le portrait de Madeleine, africaine, caribéenne, américaine, esclave et affranchie, domestique et concubine, noire et française, modèle et sujet, témoigne, dit-elle, d'une performance corporelle à travers les siècles et dans le processus d'émancipation des femmes. Alors, du côté de l'historiographie comme ressource, je ne citerai que quelques noms. Il y en a un que je vais vous citer, c'est celui de l'historien italien Anne Burstyn, qui a développé la notion de protagoniste. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant à double sens. Parce que en italien, protagonisme, ça veut dire acteur, ce qu'on traduit par acteur. Moi, j'aime pas le terme d'acteur, non pas que j'aime pas les acteurs, mais parce que c'est justement, on confond, quoi. Ça fait rôle, ça fait théâtre, etc. Alors, on parle d'acteurs sociaux aussi. Les protagonistes, c'est ça. Et ça a été tiré, on peut dire, il a fait une histoire au jour le jour, c'est extraordinaire, c'est un très très gros livre, du Faubourg Saint-Marcel, le faubourg de Paris, qui s'appelait Saint-Marceau à l'époque, qui est vers la gare d'Austerlitz, si vous connaissez Paris, derrière la gare d'Austerlitz, l'hôpital, etc. Et ce Faubourg Saint-Marcel, qui concentrait en fait un quart des pauvres de la capitale, il a fait le portrait de femmes, des blanchisseuses, les blanchisseuses qui
qui se sont mis en colère parce qu'elles employaient leurs ouvrières et elles leur donnaient du café au lait sucré, en tout et pour tout, le matin avant de commencer le boulot. Et puis voilà. Et puis il y a la révolte des esclaves en 1791 et le sucre n'arrive pas. Le sucre n'arrive pas, où il est mis par des accapareurs, il est mis dans des dépôts pour faire monter les prix. Et alors donc les blanchisseuses, elles essayent de donner un verre de goutte aux ouvrières à la place du sucre, mais vous voyez, c'est pas ça, quoi. Et donc en fait, elles s'en prennent au dépôt des accapareurs de sucre, elles prennent le sucre dans les dépôts, elles le mettent au milieu de la rue, elles mettent une balance et elles vendent le sucre au prix qu'elles estiment juste, c'est-à-dire le prix qui était avant l'augmentation du prix. Voilà ce type de choses qui est décrite, si vous voulez, qui montre à quel point donc ces protagonistes de la Révolution. Alors j'ai déjà parlé tout à l'heure de Jacques Rancière, mais au-delà de Gauny, il a écrit un magnifique bouquin qui s'appelait La Nuit des prolétaires, archives du rêve ouvrier, où il a été recherché donc, les textes de ces ouvriers. L'histoire aussi de la commune, qui a été revue par Laure Godinot, donc la commune par ceux qui l'ont vécue, et donc il raconte au jour le jour. Voilà, par exemple, et puis je conclurai presque. Alors oui, donc j'ai mis à jour des histoires singulières, la publication de lettres, de journaux intimes, de récits, et je voulais conclure et terminer par cet exemple d'un passeur qui, entre plusieurs rives, Thomas Ismaël Urbain Apolline, qu'on appelle Urbain le plus souvent, qui est né à Cayenne en 1812 et qui est mort en 1884 à Alger. C'était le dernier-né d'un couple illégitime, franco-guyanais, c'est-à-dire sa mère était guyanaise, le père était un commerçant, négociant établi à Cayenne, français, et à 8 ans, Thomas Ismaël Urbain Apolline est emmené à Marseille par son père, placé en internat, et il souffre cruellement de sa condition, il dit de bâtard et de métis. Et adulte, il devient le secrétaire d'un Saint-Simonien, et il dit aussi, nous associons nos destins réciproques de persécutés, moi je suis noir et lui est juif. En 1833, Urbain s'embarque pour l'Égypte en quête de la femme Messie promise par la religion saint-simonienne. Là, il se convertit à l'islam, apprend l'arabe, devient interprète aux armées en Algérie. Il se marie avec une Algérienne, une fille née de leur couple qui met chez les bonnes sœurs pour qu'elle ait une bonne éducation, bien qu'elle ne soit pas baptisée. Urbain est rejeté par le milieu colonial qui lui reproche de ne pas avoir fait un mariage à l'église, sa femme n'étant pas baptisée. Et sous un nom d'emprunt, il publie des livres qui décrivent la situation de l'Algérie coloniale, l'Algérie pour les Algériens, un titre très intéressant, en 1861, et en 1870, l'Algérie française, indigène et immigrant, et il doit quitter le territoire algérien. Il revient en 1882, il meurt 2 ans plus tôt. Il écrit dans ses mémoires « La politique m'a entraîné et je me suis plus occupé de l'islamisme et des Arabes que des Noirs et des Créoles. Dirait-on que j'oubliais mon origine et qu'il n'y avait aucune connexité entre ces deux causes? J'espère que non. Du moins, je ne me sentais pas traître à mon sang maternel. » Donc c'est un dessin exceptionnel, mais c'est aussi une histoire à la fois vue d'en bas et vue d'ailleurs. Voilà, et je vais conclure. Donc que ce livre, écrit dans une langue que j'ai voulu précise et accessible, s'est attaché à mettre en avant des histoires singulières, une histoire de longue durée, et je vais terminer définitivement par une lettre personnelle de Howard Zinn. J'ai commencé par Howard Zinn, je vais continuer par Howard Zinn.
Adressé le 25 août 1981 à une de ses anciennes collègues, amies, camarades de lutte, après la première édition de l'histoire populaire des États-Unis. Nous cherchons, toi et moi, à convaincre les gens de l'importance des luttes, même si nos victoires, quoique significatives, ont échoué à nous sortir d'une situation désastreuse. Les gens doivent parvenir à imaginer que la même énergie ayant permis d'obtenir nos modestes réformes pourrait, si on la démultipliait, faire advenir des transformations de grande ampleur. Mon livre comporte une charge plus émotionnelle qu'analytique, car je cherche à multiplier les exemples de luttes persistantes, malgré la répression, en dépit des réformes qui nous détournent du véritable objectif, pour faire germer l'idée d'un vaste réservoir d'énergie disponible, permettant d'aller bien plus loin dans la transformation sociale. Voilà. Merci. Je vais donner la parole donc à la metteuse en scène et autrice de la pièce qui va être jouée dans 2 jours, c'est ça? Merci. Je me permets d'enlever le masque. Bonsoir, merci pour ce moment où j'ai appris des centaines de choses. Voilà, je m'appelle Marie Philippi, donc je suis cofondatrice d'une compagnie qui s'appelle l'Ouvrier du Drame, que j'ai co-créée il y a une petite dizaine d'années à Lille, avec Marjorie Hefter, qui est ici dans la salle, et qui joue dans le spectacle Une histoire pop. Pour vous dire quelques mots sur le spectacle, voilà, moi je ne suis pas du tout historienne. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, absolument. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on apprend là, ça donne envie de l'être. Mais c'est vrai que moi, je vais vous parler de mon point de vue modeste d'artiste, de metteuse en scène, parce que c'est vrai que l'histoire de ce spectacle, c'est d'abord la découverte d'un livre. Moi, j'étais pas du tout habituée aux essais d'histoire. C'était pas des lectures auxquelles j'étais habituée. Mais je suis arrivée quand même à ce livre avec une histoire ça m'a fait un petit peu sourire le tout début de l'introduction de votre livre aussi, parce que voilà, il se trouve que moi aussi, mes parents sont militants politiques et que j'ai été un petit peu bercée là-dedans depuis ma tendre enfance, et du coup forcément j'ai eu une lecture un peu particulière de ce livre, parce que mon père est à la fois américain, états-unien et militant politique en France, donc depuis une quarantaine d'années, principalement sur le droit au logement. Et en fait, j'ai compris assez tard dans ma vie que mon père avait découvert son idéologie politique aux États-Unis, ce qui me semblait absolument invraisemblable. Dans le sens où, quand mes parents me racontaient leur manifestation, leur activité politique, elle était qu'en France. Et pour moi, la France, c'était un petit peu le berceau des luttes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, aux États-Unis, alors que j'imaginais un pays complètement fantasmé, qui n'avait rien à voir avec des luttes sociales, syndicalistes, antiracistes, en fait, mon père a compris, a découvert, voilà, ça a eu une forme de révélation idéologique en 1963, pendant les boycotts des lieux ségrégés publics. Voilà, donc... Il se raconte Thomas Holt dans le mouvement. Absolument, voilà. Du coup, c'est plein de liens qui peuvent se construire là-dessus, mais du coup, ça m'a poussée à lire ce livre, et l'objectif, c'est-à-dire d'abord, il y a une grande sensation de se dire que une découverte essentielle, un sentiment très fort d'injustice en lisant le livre. Et je vous parle avec des mots en tant qu'artiste, parce que c'est pas...
je ne vais pas pouvoir être dans les détails comme ce que vous avez fait, votre travail que vous faites depuis des dizaines d'années, mais un sentiment d'injustice qui a été commun avec l'équipe que j'ai rassemblée autour d'une table. Et on s'est dit, on va lire ce livre ensemble. Je vous propose de le lire ensemble parce que moi, il a créé chez moi un bouleversement profond. Et on l'a lu tous ensemble pendant plus d'1 an. Et on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose. L'objectif était de se dire, bon, effectivement, il a donné lieu, ce livre, à donc une BD, des documentaires, etc. Et on se disait, pourquoi pas en faire du théâtre pour... L'objectif essentiel, c'était de partager cette pensée au plus grand nombre, modestement évidemment, parce que voilà, on fait du théâtre, on ne fait pas du blockbuster, hein, mais quand même pour la partager avec les mots, les situations les plus simples, pour dire ce que nous on en avait compris. Alors c'est une forme de mise en abîme des points de vue de l'histoire là. C'est-à-dire que voilà, l'histoire des États-Unis, une histoire populaire des États-Unis, déjà il dit une histoire, donc je trouve que par ce texte, et c'est pour ça que nous, le titre de notre spectacle, on a vraiment trouvé ça très important de garder une histoire pop, parce que c'est essentiel dans la terminologie choisie. C'est une des histoires populaires, et effectivement, hein, il revient après coup aussi sur son écriture en disant qu'il y a des choses à côté desquelles je suis probablement passée, etc. Donc c'est une histoire populaire. Et puis il y a ce texte-là, et puis il y a nos 5 pensées d'artistes. Je dis ça parce que je suis co-autrice du spectacle, mais il y a 4 actrices, acteurs qui ont complètement écrit avec moi ce spectacle. Et en fait, c'est, voilà, qu'est-ce que nous, en tant qu'artistes, on a retenu de cette histoire populaire des États-Unis. Donc forcément, il y a filtre après filtre, comme ça. Et on a fini par devoir faire un travail terrible, qui a été de sélectionner. Là où on a eu la sensation d'apprendre des choses, alors dans une forme de dénonciation parfois, de avoir pensé des choses de l'histoire des États-Unis, savoir des choses et comprendre qu'en fait, il y avait l'inverse aussi à comprendre, des manipulations, plein d'événements qu'on a voulu partager, et puis aussi des histoires, l'histoire populaire comme on peut aussi l'entendre, c'est-à-dire de destin plus personnel, au travers de quelques figures qu'on a voulu raconter. Voilà, donc notre travail là-dessus, ça a été de faire du théâtre, nous, parce qu'on a pu partir d'un essai de 1000 pages, et on s'est dit, bon, comment on fait du théâtre avec ça, et on s'est pris, on a créé pendant 4 ans des improvisations, de se dire, qu'est-ce qu'on en a retenu de tout ça. Donc évidemment, on improvisait des heures, on a beaucoup improvisé, mais on allait toujours revérifier derrière si nos improvisations étaient justes. Donc c'était un travail assez colossal entre ce que nous, on avait retenu de l'histoire des États-Unis de Ward Zinn et ce qu'on avait vraiment envie de partager comme information. Voilà, donc on a trouvé une forme théâtrale à tout ça, qui est d'une forme de mini-série. On a dû choisir 4 thèmes à côté desquels on avait l'impression de ne pas pouvoir passer. Et donc je dis une mini-série parce que c'est 4 épisodes, comme une mini-série comme on a l'habitude de les voir. C'était important pour nous aussi de choisir une forme qui soit proche du populaire, une forme de ludisme aussi. Et donc on a 4 épisodes qui traitent de 4 thématiques qui nous ont apparu comme essentielles. Donc la première thématique, c'est la conquête du territoire états-unien. Donc de 1492 jusqu'à 1840 au moins. Le deuxième épisode, c'est sur l'histoire de la condition noire américaine. Le troisième épisode, c'est les femmes dans la lutte. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit les femmes en lutte, donc c'est les femmes en lutte, mais aussi les femmes dans la lutte. De se dire qu'en fait, il y a des protagonismes. Alors je ne sais pas si c'est vraiment... à bon escient, je réutilise votre terme, mais en tout cas, de se dire que une femme, c'est pas une femme, c'est aussi quelqu'un qui fait des choses, qui a un travail, qui a un métier et qui lutte dans le milieu syndicaliste, dans le milieu anarchiste, voilà. Donc ça, c'est notre troisième épisode. Et le quatrième épisode, qu'on pourrait appeler la guerre et la santé de l'État, sur la guerre.
au travers de la figure de Howard Zinn, qui est quand même un militant, mais un très grand militant pacifiste au départ, parce qu'il a un parcours au travers des guerres, malheureusement, du XXe siècle. En commençant en ayant 18 ans, il s'est engagé dans la guerre, dans l'armée de l'air contre le nazisme. Puis son rapport à la guerre du Vietnam bien plus tard en tant que grand pacifiste. Et puis toutes ces grandes conférences qu'il a faites contre l'intervention en Irak en 2001. Voilà, donc notre dernier épisode se centre un peu sur le personnage de Howard Zinn qu'on a voulu mettre en valeur, bien que il ne le fait pas du tout dans une histoire populaire des États-Unis. Donc c'est un petit peu notre petit pas de côté, si j'ose dire, qu'on s'est permis de faire en s'inspirant un petit peu de la bande dessinée, parce qu'on trouvait ça important de mettre à l'honneur quand même l'action, parce qu'il le dit très fort quand même, c'est ce qu'on a vu dans le tout premier texte, l'action que pour lui sa pensée de l'histoire est intimement liée à l'action militante de toute sa vie. Voilà, cette histoire-là, de ces épisodes, on les a construits avec une histoire un peu simple. C'est l'histoire de 4 scénaristes de cinéma à l'américaine, faussement comme on a l'idée de ça, qui ont un objectif, c'est d'écrire un film en moins d'1 heure pour raconter une histoire populaire des États-Unis. Et finalement, ils n'y arriveront jamais. C'est pour ça que ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Pourquoi on a choisi ça aussi? Parce que c'était une mise en abîme de nous. C'est-à-dire qu'on était autour de cette table avec un essai colossal où on avait l'impression d'être tout petit face à ça, et on s'est dit comment on raconte l'impossibilité de raconter. Donc peut-être des fois vous êtes face à ça dans votre métier, de se dire par quel bout je prends ça, comment je légitimise aussi mon choix de dire ça plutôt que ça. Bien, cette manière théâtrale qu'on a trouvé de se dire, mais en fait, c'est des gens qui sont à la course de cette quête-là, tenter de raconter une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn. J'imagine que la seule conclusion qu'on peut donner, c'est lisez-le. Voilà. Pour dire en 2 mots notre spectacle, donc on va jouer jeudi soir et vendredi après-midi devant des lycéens. Voilà, je crois que je ne peux pas dire davantage pour le moment. Pas de questions? Francis, il n'y a pas de questions? Je ne sais pas s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Voilà, oui, je crois que la parole maintenant, vous connaissez les habitudes de ce genre de rencontre. Après l'intervention de la conférencière, on ouvre un débat. La parole est désormais à la salle. Alors, si vous avez des questions à poser. Oui, moi j'en ai une sur les sources. Vous avez évoqué au début de la conférence comme source les chansons ou les récits, puis après vous n'en avez plus reparlé. Donc ma question c'est, est-ce que vous vous intéressez aussi par exemple au cinéma? Bon, moi je pensais à l'exemple du film de Douglas Comrades pour l'histoire populaire de l'Angleterre, mais on a aussi l'équivalent en France, par exemple, d'un cinéma qui s'est voulu militant à un moment donné. Et puis, il y a aussi des romans, des poèmes. Je pensais à Léon Gontran Damas, qui est aussi un passeur. Quelle place ça prend dans une histoire populaire, ce genre de source qui est déjà une source peut-être un peu plus, comment dire, fixée et puis acceptée par les dominants jusqu'à un certain point, mais pas que. Et puis je pensais aussi à la littérature prolétarienne. On avait fait une conférence ici sur la littérature prolétarienne, donc des gens comme Henri Poulaille par exemple. Est-ce que pour vous ce sont des sources intéressantes? Oui, ça peut tout à fait être des sources intéressantes. La question, si vous voulez, ça a été, vu l'étendue chronologique,
J'ai fait ça dans d'autres bouquins, de détailler ça, en particulier le cinéma militant, ça c'est clair, sur 68. Là, j'ai pris beaucoup de choses, j'ai pris surtout des chansons alors, qui étaient dites parfois des chansons populaires, alors qu'elles n'étaient pas vraiment. J'ai pris l'exemple de la chanson des Canuts, qu'on chante tout le temps, et qui en fait est une chanson de Bruant, de la fin du 19e siècle, et qui décrit des Canuts qui ne sont pas les vrais Canuts. Enfin, c'est des personnages imaginaires. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment cette chanson, je prends cet exemple, mais il y en a d'autres, comment cette chanson, elle sert, elle est de son militante qui est reprise, et qui est reprise pendant encore, presque plus aujourd'hui, mais enfin un peu quand même, en tout cas pendant tout le XXe siècle, et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Mais pourquoi elle devient, qu'est-ce qu'elle signifie, voilà. C'est-à-dire que oui. Alors j'ai pris quelques cas. J'ai pris aussi j'ai trouvé des chansons qui étaient des chansons, des poèmes par les Algériens, par exemple. Les Algériens qui ont été alphabétisés à la fin du 19e et qui décrivent, c'est les premiers migrants. Et donc ils décrivent ça et qui décrivent ce que c'est que de partir, d'être isolé, de ne plus être en contact. Enfin, il y a quelques exemples, mais c'est pas systématique. C'est un travail, ça devrait être un travail à faire. Alors il y a eu un livre qui a été fait par Xavier Vignat là-dessus, sur ces questions, ces textes-là, mais centrés sur les ouvriers. Vas-y, madame. Oui, moi je voulais vous demander si vous avez vraiment espoir d'une sorte de refonte, pas de la classe ouvrière, mais d'un sentiment de groupe. Parce que là, on vit une société complètement atomisée, individuelle. Et moi, l'exemple, c'est quand j'ai vu les Gilets jaunes, peut-être qu'on peut en faire quelque chose. On voit qu'on se demande, il n'y aura jamais rien, puisque là, c'est tellement atomisé, les personnes ne voulaient pas être leader, prendre le pouvoir. J'ai l'impression qu'il y avait un abandon du groupe, qui fait que c'est comme le chien qui sort la queue, où là, il n'y a pas longtemps, on a revu la jour sans fin. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si le monde tournait fou. Il se bouffait lui-même et il n'y avait rien qui en sortait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Je suis historienne, hein. Voilà, c'est-à-dire que dire l'avenir, je ne sais pas faire. Mais en revanche, je serais un tout petit peu plus optimiste que vous, mais tout petit peu plus. C'est qu'il y a des initiatives locales importantes, alors très locales, hein, c'est vrai, c'est pas le pouvoir. Hein. C'est pas le pouvoir, c'est pas une politique au sens par des partis, etc. Mais d'initiatives d'organisation, de solidarité. Moi, je suis fascinée par ces patrons boulangers ou autres qui font la grève de la faim parce qu'on ne peut pas donner des papiers à leur aide. Voilà, et je trouve ça très... Enfin, pour moi, ça me redonne un peu de morale quand je vois ces exemples-là. Bon, et puis l'exemple des jeunes étudiants. Si vous voulez, on voit des jeunes qui ont de la niaque, quoi, je ne sais pas comment dire ça, qui veulent faire des choses, qui sont actifs, qui sont dans des actions, là encore, qui ne sont pas dans des partis politiques ou des syndicats, mais qui sont dans des groupes de solidarité. Et je trouve que sans vous, je ne sais pas du tout ce qui... je ne sais pas dire l'avenir, mais... S'ils ne veulent pas passer par la politique, et s'il n'y a pas quelque chose, un but, des valeurs communes, et l'action, je veux dire, ça pourra jamais aller plus loin. Mais il y a des valeurs communes. Personnel, je veux dire, par quartier, ça va pas très loin. Il faut que ça soit fédéré. Ça aide à vivre quand même. Pour ceux qui y sont, ça aide à vivre, je trouve. Comment ? Je dis pour ceux qui sont dans cette action-là, ça aide quand même à vivre. Oui, mais ça pas faire la révolution. Ah ben ça c'est sûr. Ça je suis d'accord avec vous.
C'est ce que dit Madame Zangarini-Fournel. C'est vrai que lorsqu'on regarde, c'est souvent à une petite échelle, c'est vrai que ce sort de changement. Par exemple, je prends peut-être un peu l'aspect politique, mais il y a un documentaire qui avait été réalisé par LCP au Public Sénat il y a quelques années qui montrait dans une commune de 1200 habitants où vraiment les élus qui ont été élus, voilà, je me permets, avaient vraiment mis en place une démocratie participative, consultative comme le font les cantons suisses. Voilà. Et donc c'était vraiment un exemple particulier, mais c'est souvent à une petite échelle. C'est vrai que, mais parfois la petite échelle aboutit à une grande échelle. Mais ça, les historiens, on n'est pas. C'est pour ça que les Gilets jaunes, c'est pas avant 50 ans qu'on pourra se permettre d'avoir une analyse historique, parce que là on fait de la sociologie pour le coup. Et c'est vrai que les historiens, il nous faut du temps pour. Excusez-moi, mais pour vous répondre, si on parle des premières assurances sociales, c'était des initiatives privées. Les premières assurances sociales, c'était des ouvriers qui sont collectés, qui ont cotisé eux-mêmes dans des usines afin de se soutenir en cas de coup dur. Et c'est un principe qui s'est généralisé d'usine en usine. Donc quand on dit que les initiatives privées, ça ne fait rien, je ne sais pas, je suis pas tout d'accord. Parce qu'au fond, c'est en regardant justement des exemples de personnes qui deviennent autonomes, qui s'affranchissent des dominants, qu'on peut arriver à des choses super intéressantes. Je ne sais pas, après, en regardant l'histoire des premières assurances sociales... Ça passait par les syndicats. Non. Non, pas du tout. Non. Au départ, c'était les sociétés de secours mutuels. Dans la première moitié du 19e, il n'y avait pas de syndicats. Hein. C'était des gens qui se mettaient ensemble, tout simplement au départ, c'était pour pouvoir payer les funérailles, se faire enterrer correctement. Et donc, si vous voulez, oui, vous avez raison de ce point de vue-là. Hein. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est revenu au début du 19e, mais il y a des petites choses aussi. Là, pour revenir aux Gilets jaunes, il y a un livre qui est paru, bon, c'est un premier nom, mais il y a eu un travail de fait, Rendez les doléances. Il y a un groupe de gens qui a travaillé département par département aux archives départementales où ces doléances ont été planquées, quoi, pas accessibles à tout le monde. Et les premières remontées, elles sont, d'abord c'est bien coordonné, il y a une synthèse qui est bien faite, ça va dans le rural aussi, ça reste pas sur Paris, et c'est un début de travail qui aura ses suites, parce que bon, tout n'a pas encore été dépouillé, voilà. Et ce qui est génial, c'est que c'est accessible en ligne aussi, donc rendez les doléances, il y a un site, et hop, vous pouvez aller lire ce que des personnes ont écrit, et qui commence petit à petit à être scanné, département par département, et qui remonte. Là, je signale que dans ce sens-là, il y a Hélène Desplantes, qui est documentariste, qui avait fait un spectacle qu'on a programmé ici sur les Samsonites. Oui, les Samsonites. Qui a fait aussi un documentaire qui a été beaucoup vu. Et donc, elle a fait un travail sur les cahiers de doléances que nous, on a contribué à organiser, enfin, fait le relais pour que ça se passe à la boîte sans projet. Ici à Amiens, je l'ai vu il y a quelques semaines, quelques mois. Et donc ça, c'est un spectacle qui est de Lille, hein, qui peut tourner, qui est gratuit, puisqu'il y a un dispositif de production qui fait qu'il est quasiment gratuit. Donc si ça a des gens que ça intéresse, un spectacle qui peut se passer, qui peut être produit dans une quantité d'endroits. Et je confirme ce que vous dites, c'est extrêmement émouvant d'entendre ces paroles, quoi, des cahiers de doléances. En tant qu'historien, qu'est-ce que vous pensez, parce qu'à un moment, vous l'avez présenté, de l'utilisation de ces mots, peuple, foule, il n'y était pas dans votre exposé, évidemment, mais on l'entend même parfois dans les églises ou dans le matin, dimanche matin, quand on écoute les trucs religieux, etc. Multitude, d'un côté. Et de l'autre côté, quand on parle, par exemple, des Gilets jaunes, ces gens, cet individu, ces quartiers, etc., etc. Ce qui m'a frappé aussi, quand vous avez présenté, enfin, une femme noire, on dit femme noire ou nègre, etc., qui devient Madeleine. Quand on fait l'histoire sur Napoléon ou sur De Gaulle, on ne dit pas ce Corse ou ce général, etc. Ça s'est dit. Oui, mais rarement. Ça va dans le même sens. Bon.
Et je comprends. Et alors, ma question c'est, qu'est-ce que vous pensez sur l'utilisation de ces mots? Qu'est-ce que c'est par exemple, comment vous distinguez foule, multitude, peuple, et pourquoi on dit individu, etc. et on n'arrive pas à définir l'objet? Je crois que ça dépend du moment où il est employé. C'est ce que j'ai essayé de montrer très, très rapidement, de montrer que le peuple au 19e et le peuple au 20e, ça n'a pas le même sens. Ça n'a pas le même sens, ça dépend par qui c'est dit et dans quel but. Donc on ne peut pas faire un sens générique, si vous voulez, qui s'applique tout le temps. Voilà. Alors la question, effectivement, on dit individu, c'est pas forcément aimable, si je peux dire. Mais le fait de s'intéresser à écrire une histoire, des histoires d'individus, au sens des personnes, et de les nommer, c'est extrêmement important, parce que ça redonne de la force à l'action individuelle, justement. Oui, ce que je voulais souligner, c'est que quand on fait une histoire, au sens classique du terme, c'est-à-dire soit des événements, soit même on parle quand on passe déjà à la notion classe ouvrière, classe des bureaucrates, enfin peu importe, les classes supérieures, on les désigne, on les nomme, on le fait. Tandis qu'on ne sait pas l'objet quand on parle, par exemple, et heureusement pour les gilets jaunes, on dit, parce qu'ils portent des gilets jaunes, on le dit gilets jaunes, mais autrement, comment on vous dira que ces individus, ces manifestants, etc. Et en plus, il y a une démonstration. On démontre en disant c'est, ce, etc. C'est l'utilisation de ces mots. Et alors, comment l'historien peut justement faire l'histoire un peu des mouvements populaires? C'est aussi justement d'avancer pour savoir quel est l'objet. Qu'est-ce que c'est cet objet? Ce n'est pas uniquement d'une façon très distincte. Et par exemple, personne ne dit... les gens disent je m'adresse à mon peuple, etc. Mais personne n'a dit j'ai manifesté avec ma foule ou j'ai manifesté avec, je sais pas moi, avec ma multitude, etc. Je voudrais peut-être revenir sur ce qu'a dit Marie Philippi, qui a parlé effectivement d'une histoire impossible. Bien, c'est ce qu'elle a dit à ce moment. Or, dire l'impossibilité, c'est bien ça que tu as dit. Une histoire impossible. Tu as parlé d'une histoire impossible. Impossible à raconter. Oui, à raconter, oui, bien sûr. Mais l'histoire, c'est l'historiographie. C'est l'historiographie. Oui, oui. Je voudrais relier ça à ce que tu as dit, qui est à la base ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on ne peut faire d'histoire que si on adopte un point de vue, c'est-à-dire la multiplicité des points de vue. Est-ce que cela revient à dire qu'il faut renoncer à tout, je ne vais pas dire une histoire totale, bon ça d'accord, mais disons à une certaine globalisation, à essayer de saisir un mouvement plus général, que donc nous sommes condamnés. Nous devons accepter qu'il y a donc une diversité de récits, historiques, d'historiographie donc, et qu'on ne peut pas essayer de globaliser, de voir une histoire plus générale, qui deviendrait un objectif, disons, illusoire, auquel il faut renoncer. Avoir un point de vue, ça ne signifie pas... le point de vue d'où on part et ce sur quoi on se focalise, ça ne signifie pas renoncer à une histoire globale. Mais ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a tout un débat aujourd'hui sur le fait que le récit historique, d'une façon globale, a été un récit occidental. Oui. Occidental, européen, et qu'il y a peut-être d'autres façons, d'autres points de vue pour examiner l'histoire, y compris globale. C'est justement ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire globale, c'est cette histoire-là qui prend en compte non seulement le point de vue européocentré, mais un point de vue plus général. Alors,
c'est ce qui signifie, je relis avec l'histoire, partir des personnes, des individus, ça ne veut pas dire, enfin en tout cas moi j'essaye, ça ne veut pas dire renoncer à une histoire générale. C'est comment ces histoires-là de groupes, y compris de petits groupes, s'insèrent justement, c'est cette connexion, ce lien qu'il faut faire tout le temps avec l'histoire générale. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, ce n'est pas une juxtaposition de points de vue. Non, ce n'est pas une juxtaposition. Il peut y avoir donc une vision, disons, générale, donc, oui, pas dire totale, mais générale. Après, on peut partir d'une, alors excusez-moi, je dis individu, d'un individu ou d'une individu, et dégager une histoire, faire une histoire, enfin que cet individu, masculin ou féminin, incarne une histoire, mais à ce moment-là, ça se transforme souvent en, entre guillemets, idéal type, qui est censé représenter l'ensemble du groupe ou d'une situation, et ça c'est complexe. Enfin, pour moi c'est un peu complexe. Oui, c'est... Oui, j'avais envie d'interroger le titre, le sous-titre de votre livre, les luttes et les rêves. Les luttes, bon, je crois qu'on voit bien ce que c'est, parce que l'histoire sociale, on a beaucoup décrit tout ce qui pouvait être les luttes ouvrières, les grèves dures, enfin les protagonistes. Donc l'opposition frontale entre dominants, dominés, etc. Mais dans l'histoire populaire, c'est une question, c'est une interrogation, donc je trouverai peut-être la réponse dans le livre. Mais est-ce que les rêves, c'est pas une autre forme, une autre énergie qui est peut-être un peu moins frontale et un peu moins dans l'affrontement direct, mais plutôt dans la création de quelque chose, dans un espace qui reste suffisamment restreint pour ne pas attaquer l'ordre dominant. C'est-à-dire que, par exemple, les grandes grèves ouvrières, avec des morts, avec des troupes, des bannissements, des prisons, etc., on voit que là, on est au grand jour, mais est-ce que plus souterrainement ou plus discrètement, dans une échelle plus restreinte aussi, on a parlé des thèses de secours mutuel par exemple, est-ce qu'il n'y a pas toute une série d'activités menées par les subalternes, par les gens d'en bas, et qu'on laisse tranquille aussi longtemps qu'elles n'attaquent pas l'ordre dominant, mais qui peuvent devenir à un moment donné dangereuses. Et à ce moment-là, soit on les fait disparaître, soit on s'arrange pour les récupérer. Par exemple, en France, c'est vrai que la protection sociale était devenue au départ mutualiste d'un mouvement ouvrier, mais en Allemagne, par exemple, la protection sociale, elle était amenée par Bismarck, et donc par le pouvoir. Et à un moment donné, on va faire un certain nombre de choses qui vont paraître faire du bien aux gens d'en bas, parce que ça permet de faire tenir la société et de ne pas la faire exploser. Ça, c'est le composé du sens de ma question. Oui, alors, conjoncturellement, si vous voulez, c'est anecdotique les luttes et les rêves au départ. C'est en fait parce qu'il y avait une autre histoire populaire qui était prévue, en tout cas qui n'était pas annoncée mais qui était prévue. Et du coup, il y a eu débat entre éditeurs pour ce titre Histoire populaire. Et donc, l'éditeur a décidé de mettre un surtitre. Et on a pris, après une réflexion assez longue, on a pris en fait le titre d'un des livres de Victor Hugo qui s'appelle Les luttes et les rêves. C'est le volume 3, je crois, des Contemplations. Mais bon, voilà. Voilà, ça c'est l'anecdote. Hein. Alors après, par rapport à la question que vous posez, moi j'étais pas trop d'accord qu'on mette ce titre-là. Et puis en présentant le livre après avec des gens comme vous, les gens m'ont dit mais c'est un très beau titre, etc. Donc j'ai arrêté mes critiques. Et j'ai dit bon ben c'est un très beau titre, très bien. Et puis après, j'ai quand même réfléchi un peu plus. Et je me suis dit que ce que moi j'y voyais, mais je ne dis pas que... Ce que j'y voyais, c'est quand même toutes les utopies, tout ce qui a pu être effectivement le futur rêvé. Hein, ce fameux, ce qu'on appelle d'un mot un peu peut-être compliqué, les régimes d'historicité, c'est-à-dire entre le rapport entre présent, passé et futur. Pour moi, finalement, les rêves, ça voulait dire ça. C'est-à-dire quelle est la projection dans le futur, utopique ou pas, les possibles
Siruti, elle dit les possibles non advenus. Et je trouve que ça, enfin, pour moi, c'est intéressant aussi, parce que ça, du point de vue de l'écriture de l'histoire, ça défatalise l'histoire, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a un historien anglais qui disait les historiens, ils racontent toujours les courses de chevaux qui sont arrivées. Et je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, on peut raconter l'histoire quand on sait ce qui s'est passé après. Et ce qui est intéressant, enfin pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les gens pensaient à un moment précis, qui n'est pas forcément advenu. Et les rêves, ça fait partie de ça. Les rêves, ça fait partie de ça. C'est des choses qu'on a pu imaginer, qui auraient pu advenir et qui ne sont pas advenues. Mais si on raconte une fois que la course est arrivée, ben, tout ça s'en va. Et le raconter, pour moi aussi, ça peut faire penser. Ça peut faire penser à d'autres choses. C'est vrai que cette pancarte-là, quand aussi il a fallu choisir une couverture, moi je voulais l'impossible, c'est-à-dire je voulais des immigrés, je voulais des colonisés, etc. Ça n'existe pas. Enfin, une photo comme ça n'existe pas. Et finalement, j'ai accepté cette photo de couverture, qui est une grève de bateliers en 1933, parce qu'ils avaient cette pancarte sur nous sommes tous des êtres humains. Et je trouve que cette question d'humanité plurielle, pour moi, ça résumait un peu ce que j'avais voulu faire, donc je trouvais que la photographie est intéressante. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas complètement. Parce oui, je sais, je me rends compte. Ce qui est dans le réel, c'est ce qui est dans l'affrontement, dans l'antagonisme. Et puis le reste, c'est pas réel, ça reste uniquement du domaine du virtuel, du pas réalisé. Et la question, c'était un peu, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui sont réalisées par les subalternes à une certaine échelle et qui a la possibilité d'exister aussi longtemps que ça n'est pas plus menaçant que ça. C'est quelque chose qui reste un petit peu sous cloche, quoi. Mais qui a quand même une valeur de réaliser, pas simplement de quelque chose qu'on arrivait et qu'on aurait aimé faire. La mise en avant des victoires ouvrières, il faut sembler que vous savez que ce soit des luttes, des rêves et des victoires. Ils vont quand même des échecs. Oui, mais je dirais que les rêves ne sont pas toujours non réalisés. Si on prend l'exemple, par exemple, de la commune de Paris, qui n'a pas réalisé tout un certain nombre de rêves, même si elle a décrété un certain nombre de choses, beaucoup sont arrivés ultérieurement, parce qu'elles avaient mûri, et parce que les luttes suivantes ont permis. Bon, prenons simplement même la scolarisation, et puis qui a fini par venir à la scolarisation obligatoire. Des filles aussi. La scolarisation des filles. Oui, l'école laïque et la scolarisation des filles. Filles et garçons, et qui sont venus finalement plus tard, et qui ne sont pas venus par des gouvernements très révolutionnaires, mais qui ont été obligés tout de même, compte tenu du contexte, de l'appliquer. Et ce sont bien des rêves antérieurs qui l'ont exprimé. Alors, est-ce que... Enfin, on va faire une histoire contrefactuelle. Est-ce que Jules Ferry s'est inspiré de la commune de Paris pour faire l'école des filles et des garçons? Je ne suis pas tout à fait sûre. Non, mais les luttes suivantes l'ont poussé à le faire, finalement. Oui. En tout cas, c'était un moyen de lutter contre l'Église. Et c'est ça qui c'est avant tout. Hein, cette éducation-là. Ça fait partie de l'histoire populaire. Pardon? Est-ce que l'île, ça fait bien partie sûr, de l'histoire populaire? Bien sûr. Et donc ça, c'est de la réalité. Oui, c'était une réalité provisoire, mais c'était une réalité. Oui, on lutte, on travaille, on se paye. On va devoir s'arrêter là. Encore merci à vous d'être présents et encore merci à vous, Madame Zangarini-Fournel, d'avoir répondu à notre invitation. N'oubliez pas les 2 dates de représentation de la pièce, ici à la Maison du Théâtre, et l'UPA vous invite pour sa prochaine conférence qui aura lieu le 17 mars à l'espace de Ouailly par Martine Donnette, commerçante militante, qui viendra faire une intervention sur
La grande distribution, le scandale des 418 milliards. Voilà, je vous remercie et à très bientôt à vous.